Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcast ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant Extraterrien Newsletter. C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Salut à tous. Juste avant de commencer cet épisode, je souhaitais remercier Square Champs qui m'a permis de réaliser cette interview formidable. J'adore Square Champs car ils ont pour mission de transmettre les valeurs du sport de haut niveau dans les entreprises et les associations. Ils organisent des conférences, des ateliers, des événements de team building avec des champions vraiment inspirants et accessibles. Vous l'avez compris, avec Square Champs, nous partageons énormément de valeurs en commun. Et je remercie Brian, son cofondateur, pour m'avoir fait confiance et mis en relation avec ces champions pour enregistrer des épisodes d'exception. Donc si vous êtes entrepreneur, DRH ou que vous souhaitez tout simplement faire intervenir des champions dans votre entreprise, rendez-vous sur squarechamps.com et dites-leur que vous venez de ma part. Et vous serez très bien reçu. Bon épisode. Salut Pierre. Salut. Comment ça va ? Très bien, très bien. Écoute, merci beaucoup de venir prendre ce temps pour enregistrer ce podcast. Je suis vraiment content parce qu'on a été mis en relation par Brian qui est juste à côté de nous en train de nous prendre en photo. Salut Brian. Pour sa super boîte Square Champs qui place des sportifs. J'en ai parlé un petit peu dans l'intro d'ailleurs de ce podcast. Comme je te le disais à l'instant, la question un peu traditionnelle sur ce podcast, c'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport ? Premier souvenir de sport, moi j'ai commencé paradoxalement un peu comme tout le monde par du football. Tu vois, donc j'en ai fait pas mal d'années. Donc premier souvenir, c'est mon père qui est entraîneur de foot. Donc c'est le premier ballon que tu touches, mais avec ton père entraîneur, donc c'est toujours un peu particulier. Ok, il y avait un goût de la compète. Ouais, mon père adorait le foot, il en a jamais fait, mais à haut niveau en tous les cas. Mais moi j'ai toujours été avec lui en fait depuis tout petit, donc j'ai commencé très tôt et d'ailleurs on m'a toujours appelé Petit Pierre, tu vois. Okay. J'étais pas très grand effectivement, je suis toujours pas très grand non plus, là vous voyez pas, mais je suis pas très grand non plus, j'ai un peu plus poussé quand même, mais j'étais rapide. Ok. Rapide, donc j'ai toujours joué à l'aile et j'aimais bien le foot quoi, jusqu'à un moment où ça m'a un peu fatigué. C'était papa qui te fatiguait ou c'était taper dans un ballon ? Non, c'est plus en fait l'ambiance qu'il y avait autour du foot quand tu vois des parents se battre sur le bord de touche. Enfin bon, ça fait un peu particulier, c'est un peu particulier. Hein. Ouais. Et puis j'ai toujours été plus attiré par le deux roues, la moto, donc il y a un moment, t'as un âge où c'est peut-être l'âge des filles, tu vois. Le foot, ça te fait un peu, en tout cas, ça m'intéressait moins. Ok, ouais. Et du coup, tu t'es mis à des sports automobiles ? Non, mais j'ai fait beaucoup de motocross, d'enduro. Alors pas à un niveau extraordinaire parce que ça coûte assez cher. Ouais. Mais beaucoup d'enduro. Ouais. Ok. Et jamais de sport nautique. Alors, non, jamais. Au grand nom. Non, l'eau, c'est vraiment pas mon élément. Ouais. T'as des petites expériences un petit peu quand t'étais ado ou enfant
des expériences un petit peu traumatisantes. Moi, j'ai le souvenir d'une planche de surf qui m'est arrivée sur la gueule et de m'être réveillé sur le bord de la plage avec un maître nageur en train de me faire du bouche à bouche. Tu vois, ça m'a un peu marqué. Mais est-ce que toi, t'as des petites histoires un peu comme ça qui... Alors moi, les petites histoires, ouais, j'en ai une notamment, c'est quand j'ai appris à nager. Je me souviens très bien encore de cette odeur, de cette piscine, de ce froid, des lèvres bleues, du mec qui te balance à l'eau puis qui te laisse plus ou moins couler avant de te balancer la perche. Enfin, c'est pas des bons souvenirs, quoi. D'ailleurs, à la fin de cette espèce de stage un peu forcé, le maître nageur a dit à ma mère, bon, il se noiera jamais, mais ça ira pas plus loin, quoi. N'insistez pas, quoi. Ne lui attachez surtout pas une pierre au pied, parce que là, le petit Pierre, il y en aura deux au fond, quoi. Exactement. Ok, et du coup, là, alors j'ai oublié l'année, excuse-moi, mais tu t'es lancé un défi que je vais appeler de complètement fou. Tu m'excuseras de porter un petit peu de jugement, qui est celui de traverser l'Atlantique à la rame. Et j'aimerais que tu me racontes l'histoire de ce projet et comment est-ce que tu as eu le déclic et qui était le Pierre d'avant? Alors le déclic il est assez particulier parce que effectivement je suis pas marin du tout. J'ai bien compris avant, j'aime pas l'eau. C'est une vraie particularité. En plus je suis un peu génération dents de la mer. Ça aide pas non plus. Je suis pas un sportif de haut niveau non plus. C'est-à-dire j'ai fait du sport dans mon jeune âge, comme on a discuté tout à l'heure. Mais après j'ai beaucoup travaillé dans des boîtes, donc le professionnel a pris le pas sur beaucoup de choses. Mais un jour en fait il y a un pote qui m'a demandé de venir à un salon nautique à Paris. Alors c'était plus un prétexte pour boire des coups ensemble parce que ça faisait longtemps qu'on s'était pas vus. Mais j'avais rien à y foutre en fait sur ce salon, hormis boire des coups avec mon copain. Mais en ayant vu des bateaux un peu surprenants quand même, mais au détour d'un stand au loin j'ai vu un truc un peu particulier. Ça ressemblait un peu à une bulle de Tintin marcher sur la lune. Alors moi j'étais un peu bercé par Tintin. On aurait dit une aile d'avion, il y avait pas de mât. Enfin je me suis vraiment demandé ce que c'était. Okay. Donc c'est plus par curiosité finalement je me suis rapproché de ce truc et c'est quand j'étais à côté que j'ai vu qu'il y avait un poste d'aviron, mais moi à l'époque j'en faisais pas du tout, mais ça me faisait vraiment penser à un rameur comme dans une salle de sport, quoi. Ouais. Et là je me suis vraiment demandé à quoi ça servait ce machin. Et puis il y a un petit bonhomme qui est venu me renseigner. Et je précise bien petit parce que je suis déjà pas très grand, mais il était encore plus petit que moi, quoi. et donc je lui ai demandé ce que c'était que ce machin, quoi. En fait, je savais même pas que lui donner de nom, quoi. C'est pas un bateau, c'est pas. Donc j'ai dit qu'est-ce que c'est que ce truc. Et il m'expliquait super calmement que c'était un aviron océanique, donc ça avait un nom déjà, que ça avait été conçu, c'est-à-dire qu'il y a des mecs qui avaient réfléchi à ça, et que c'était fait pour traverser l'océan Atlantique. Ou un autre océan, mais en solitaire, sans distance, sans escale. Un peu comme Gérard d'Aboville, quoi, en fait. Ouais. Et là, moi, je me suis tout de suite dit que c'était vraiment, il fallait complètement être taré pour faire ça. C'est ma première réaction, c'est ce que je lui dis, faut être complètement cinglé, quoi. Faut être un malade mental. Et très rapidement, pas que malade mental, faut aussi être costaud physiquement. Ah bah ouais. Et là, vous me voyez pas, mais je suis ni malade mental, franchement. Je suis plutôt assez rationnel. Et je suis pas du tout costaud, quoi. Donc pour moi, c'était pas du tout pour moi, quoi. Ouais. Et là, ce petit bonhomme me dit, bah non, moi il y a 2 ans, je l'ai fait, et il avait à l'époque 52 ans. Et alors là, je me suis dit, lui, franchement, il se fout de ma gueule, quoi. C'est juste pas possible, quoi. Ce petit mec plus vieux que moi, c'est pas possible, quoi. Et donc, en me moquant de lui, quelque part, je lui dis, bah, en fait, t'es en train de me dire que moi, qui connais rien du tout à la mer, moi, je pourrais le faire, ça. Et là, franchement, j'avais un sourire plus que moqueur. Ouais. Il m'a juste dit qu'en fait, bah oui, la décision me revenait, quoi. Si j'avais vraiment envie de le faire, ça dépendait que de ma décision, quoi. Puis il est parti renseigner quelqu'un d'autre, et puis je suis un peu resté comme un con finalement sur le salon. Mais finalement, les yeux qui pétillaient, quoi, en fait. Je sais pas, il a peut-être allumé la flamme de l'aventure, du rêve, et je me suis surpris à rêver de ça. Okay. D'aventure, de liberté, quoi. Voilà, et donc 1 mois plus tard, je décidais de traverser l'Atlantique à la rame. Et voilà. Qu'est-ce qui se passe pendant ce mois avant que tu prennes la décision? T'as évoqué des rêves. Alors, au moment où je suis sorti de ce salon, donc forcément on a bu des coups avec mon pote. Hein, ça parce que c'était quand même l'objectif premier. Donc on n'a pas raté ça. Mais moi j'avais vraiment la tête ailleurs déjà. Ouais. Vraiment, quoi. C'est quelque chose qui
qui m'a à la fois bouleversé, mais qui m'a surtout donné vraiment envie de me dire, mais putain, il a vraiment raison, ce petit vieux. Ouais. Il a vraiment raison, quoi. Si j'ai envie de le faire, mais pourquoi je le ferais pas? Et puis ce que lui il a fait en plus, putain, alors là, moi je vais y arriver, tu vois. C'est sûr. Mais ça m'a plutôt fait rêver en fait. Je trouvais ça génial de relier 2 continents à la force des bras. Une espèce de symbolique assez forte. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette putain de ligne d'horizon? Ouais. Bon, maintenant je sais. Voilà, voilà, il y a un autre continent, mais entre les deux, il y a vraiment un voyage, il y a une aventure, c'est certainement ce que ça a allumé chez moi. Donc ce mois de transition, c'est un peu tout ça qui vient de bouleverser entre la vie que tu as, que tu es censé quitter en faisant ça, parce que rien ne m'a amené à faire ça. Je suis marié, j'ai des enfants, j'ai un bon boulot, enfin, donc pourquoi tu fais ça en fait? Ouais. Mais sauf que moi, je me le suis pas posé cette question. Tu t'es pas posé la question du pourquoi? Non. Je me suis plutôt demandé qu'est-ce qu'il y avait entre les deux, la hauteur des vagues, est-ce qu'il y avait des requins, est-ce que c'était des gros requins, est-ce qu'ils avaient des grandes dents, comment est-ce que physiquement, qu'est-ce qu'il fallait faire, comment tu t'orientes là-dedans, comment tu sais où tu es, enfin, comment tu bois, comment tu bouffes, enfin voilà, tout, comment tu dors, tous ces trucs-là, quoi. Mais le pourquoi, je me le suis pas forcément posé, en fait. D'ailleurs, à chaque fois qu'on me posait cette question, parce que celle-là, on me l'a posée forcément, vous imaginez, c'est que celle-là qu'on pose. J'étais vachement emmerdé, parce que je savais pas quoi répondre. En rentrant, j'ai su quoi répondre, en fait. Je disais, j'ai toujours pas la réponse à cette question. Maintenant, j'ai la réponse à plein d'autres questions que je m'étais pas posées avant, quoi. Et en fait, c'est ça le plus intéressant, c'est il n'y a pas une question, il n'y a pas une réponse à une question de pourquoi tu fais des choses différentes, parce que c'est un moment, c'est une histoire, c'est ce que tu as vécu avant, donc t'as pas forcément une réponse précise à cette question. Mais tant que tu n'as pas décidé de faire quelque chose, en fait, ce ne sont que des supputations, et les réponses, tu les découvres après, une fois que t'as fait. Donc c'est ce que je sais maintenant. Ouais. Finalement, c'est un peu se découvrir. Alors le pourquoi. C'est chercher des. C'est complètement. Je pense que c'est complètement ça en fait. La particularité, c'est que là, tu te retrouves seul quand même. Moi, j'ai mis 42 jours, certains un petit peu plus, mais c'est 42 jours. T'es vraiment seul face à toi-même, mais très rapidement, t'es seul. Ouais. Alors, la première nuit que j'ai passée en mer, il y a tout qui bouge, tu perds tous tes repères, tu sais plus où tu es, c'est pas ton élément, ça tu le sais. Mais t'imaginais pas à quel point. La seule chose dont je m'étais préparé, c'était à avoir peur. Ouais. Mais je ne savais pas quand. Bon, j'ai eu peur très vite. Et souvent. Voilà, comme ça, moi, c'était clair. Et après, je m'étais préparé forcément à ce que le premier matin où j'allais me réveiller, j'allais plus voir les côtes. Ouais. Putain, c'est vrai. Il y en avait plus, et donc c'est assez majestueux. Tu vois le soleil se lever, des énormes vagues arriver les unes derrière les autres. Ouais, c'est époustouflant en fait. Et t'as passé une nuit où t'as pas compris grand chose parce que ça tape, ça claque, c'est pire que dans une BD, sauf que t'es dedans. Mais c'est à la fois magique. Et puis petit à petit, tu commences à prendre un peu ton rythme, non pas à la connaître, mais à la flairer, à la sentir. Je parle de la mer. Hein. Et puis surtout à bien comprendre que de toute façon, tu seras jamais plus forte qu'elle. Donc autant être l'invité privilégié de ces moments-là. Donc moi, j'ai pas lutté contre. Je me suis adapté, j'ai fait avec. J'ai navigué en fait, mais j'ai surtout profité de tout ce qu'il y avait autour. De la beauté, de sa puissance, et à la fois de toute cette sollicitude parce qu'elle te laisse passer. Finalement, c'est elle qui décide. Hein. Toi, si elle veut te retourner, elle te retourne et puis basta, quoi. Ouais. T'avais anticipé un peu cette relation un peu presque spirituelle que tu pouvais avoir avec un élément? Non, j'ai pas anticipé grand chose en fait, puisque entre la décision et le départ, c'est une année pile. Donc c'est beaucoup déjà de recherche de partenaires. Faut de l'argent. Ouais. Moi je l'avais pas à l'époque, donc faut de l'argent à mettre dans ce projet. Faut se préparer physiquement. Je suis pas un sportif de haut niveau, donc je me suis vraiment préparé lourdement. Tu peux dire à quoi ça ressemble à peu près l'entraînement? Alors un entraînement, il y a du course à pied pour le foncier, il y a de l'aviron de mer pour la partie rame. Il y a beaucoup de renforcement musculaire parce que je suis pas un gros gabarit et tu perds du poids, beaucoup de poids en fait, parce que tu fais entre 10 à 12 heures de rame par jour pendant
40 jours, mais au départ, tu sais pas combien, ça peut durer 50, 60, plus, ça dépend des conditions. Et en nutrition, tu es censé manger pour ma corpulence 5000 kilocalories jour, ce qui avec l'effort physique que tu fais n'est juste pas possible. Le corps ne peut pas le faire, donc forcément tu perds du poids. Tu peux pas en fait. Donc tu le prends musculairement parce que tu sais que tu vas le perdre. Ok. Voilà. Donc il fallait renforcer. Donc j'ai soulevé de la fonte comme j'avais jamais fait de ma vie. D'ailleurs, j'ai jamais pu aller au bout d'un seul des programmes qui m'avaient préparé tellement c'était balèze. Mais moi, je me suis accroché en fait parce que finalement, je me suis dit, écoute Pierre, tu connais rien à tout le reste. Essaye au moins d'être prêt physiquement. Tu vois, essaye au moins d'être prêt physiquement. Ok. Et du coup, durant cette première année là, tu parles de partenaires, tu parles de préparation physique. Il y a d'autres choses un petit peu que tu fais. T'essayes de rencontrer des marins, t'essayes de rencontrer d'autres spécialistes. Alors moi, je n'ai fait que ça parce que n'y connaissant rien, en fait, déjà il faut trouver un bateau. Ouais. Le bateau, c'est le seul élément qui te rattache à la vie. Il est insubmersible, auto-redressable dans la théorie. Dans la pratique, des fois, c'est pas tout à fait le cas. Mais c'est la différence entre la théorie et la pratique. Mais par contre, il est vraiment insubmersible. Donc, en matière de confiance, c'est certainement l'élément primordial parce que sans bateau, en fait, t'as 6 heures de vie devant toi maximum. Okay. En mer. Donc, et moi, je sais qu'il y en a plein qui voulaient vraiment soit avoir un bateau tout neuf pour en être sûr, tu vois, voire même l'avoir fabriqué eux-mêmes. Pour vraiment être certain de la manière dont il a été fait, ou alors un super chantier naval, tu vois, qui souffre d'aucune. Moi, ce qui m'a vraiment rassuré, c'est qu'il est déjà traversé. Ouais. Ah, peut-être qu'au fond de moi, je vais me dire, peut-être il connaît la route, ça va m'aider. Mais plutôt, en fait, ce qui m'importait, c'est qu'il est à la fois déjà traversé et que j'ai la chance d'avoir à mes côtés une de ces personnes à traverser avec. L'ancien propriétaire. Voilà. Ouais. Et c'est ce fameux petit bonhomme. Okay. Que j'ai rencontré sur le salon nautique, le fameux que je prenais pour un rigolo, qui est devenu mon parrain, qui m'a transmis. Pour moi, c'était hyper important parce que j'avais à mes côtés, n'y connaissant rien, une de ces 30 personnes au monde qui l'avait déjà faite. D'accord. Et pour moi, c'était juste énorme, quoi. Et donc moi, j'en avais rien à foutre qu'il soit neuf. Et comme j'y connaissais rien, de toute façon, je l'aurais pas fait moi-même. Donc c'était cette solution-là qui pour moi était la plus importante. Okay. Donc oui, j'ai rencontré forcément cette personne qui m'a aiguillé, qui m'a apporté un certain nombre de choses, qui m'a transmis son expérience, qui m'a donné finalement tout plein de petits détails qui font que ton voyage est différent, ton voyage est plus agréable, où tu remets en cause aussi ce que toi tu pensais, parce que n'y connaissant rien, t'as ta façon de voir, t'as ton éducation, t'as tes réflexes, alors que c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Et donc c'est hyper important et moi ça m'a beaucoup apporté, quoi. D'avoir quelqu'un qui t'aiguille et d'avoir... Ouais, si j'ai fait une aussi belle traversée, je pense que c'est forcément lié. De toute façon, seul, on fait rien, donc ça c'est clair. Mais mal entouré, on va pas loin non plus. C'est aussi clair. Et tu te souviens de choses un peu surprenantes qui t'a appris et qui t'ont un peu, qui t'avaient surprise? Ah bah par exemple la nourriture. Moi étant un petit gabarit, je me suis dit, Pierre, tu vas bouffer que du lyophilisé parce que c'est léger, il y a toutes les calories dedans, enfin voilà, c'est idéal, quoi. Le bateau fait pas loin d'une tonne au moment du départ. Ah ouais, quand même. Pour vous donner un ordre d'idée, je fais 65 kilos. Donc voilà, c'est à peu près les ratios. Et là mon parrain m'a dit, bon, oui, t'as les vitamines, ok, t'as tout ça dedans, mais tu pars pas pour 10 jours. Tu pars pour 40, 50, peut-être 60 jours, quoi. Donc faut que le repas soit un moment important. Là, avec du lyophilisé, tu vas manger comme un clébard, quoi. Ouais. Tu vas te verser de l'eau chaude dans un sachet, tu vas manger comme un chien, quoi. Est-ce que c'est vraiment ça que tu as envie de faire? Bon, alors au début, je me suis dit, bon, il me fait chier, lui. Ça, non, moi, je pense que c'est une bonne solution. Puis, finalement, je l'ai écouté. Et je peux vous dire, en fait, que quand ça bombarde dehors, que t'en prends plein la tronche pendant 10 heures avec une mer démontée, et que tu rentres dans ta cabine à l'abri, que ça tape dehors, que tu te fais chauffer tes petites pâtes, que t'attends, qu'elles sortent, que tu craques un peu de poivre dessus avec un petit peu d'huile d'olive de Provence. Putain, c'est les meilleures pâtes du monde, quoi. Et là, en fait, j'ai compris que j'avais vraiment bien fait de l'écouter. Parce que ça te redonne du jus. C'est un moment pour toi.
Et c'est franchement les meilleures pâtes, j'en ai jamais mangé des aussi bonnes, quoi. Donc Ça, il avait vraiment raison, quoi. Je viens de croire, pour avoir fait des repas comme des étudiants un peu flemmards et un petit peu le plat un peu pas cher, je connais bien les pâtes avec un peu de poivre, des fois un peu de thon, attention, repas de luxe. Et il y en a. Est-ce que qu'est-ce qui se passe avant le départ? Comment est-ce que je crois que tu t'es parti des côtes du Cap-Vert. Alors, je suis parti de Dakar. T'es parti de Dakar, ouais, donc un peu plus au sud. Voilà, je passe au sud du Cap-Vert parce qu'en fait c'est la route, c'est Dakar-Cayenne. D'accord. Donc il y a pas d'île entre les deux. Ouais. Et tu passes au sud du Cap-Vert, mais t'es quand même loin, hein, t'es à plus de 500 bornes, donc tu les vois pas. Donc c'est départ de Dakar, ouais, de l'île de Gorée. Ok. Très belle île d'ailleurs, petite île un peu mystique, assez chargée d'histoire. Exactement, très chargée d'histoire. Et d'ailleurs, j'y suis allé l'année dernière, donc je connais bien. Il y a une école d'ailleurs réservée aux jeunes filles. Enfin, il y a l'école polytechnique, l'équivalent de l'école polytechnique sur cette petite île. J'ai pas eu le temps d'y aller, mais ça change beaucoup. Et ouais, comment est-ce que tu prépares ton départ? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent avec toi? Est-ce que tu invites tous tes partenaires? T'as la date qui est fixée longtemps à l'avance? Est-ce que tu dois avoir des obligations par rapport, je sais pas, il y a aucune obligation en fait, c'est des choix que tu fais. Moi, n'y connaissant rien, j'ai vraiment privilégié la préparation, donc pas être malade, m'a mariné pour vraiment faire un bon départ, parce que sinon c'est tout très vite compliqué tout de suite si tu as le mal de mer. Et puis il y a une question de moyens aussi, tu es à Dakar, donc faire venir du monde ça coûte beaucoup d'argent et donc ça vient se rajouter au budget, donc tu fais des choix aussi, et puis des choix aussi de famille. Le fait de faire venir ma femme et mes enfants, à l'époque, ma petite fille avait 7 ans, mon grand garçon 10 ans. On n'a pas trouvé que c'était une excellente solution que de dire au revoir à papa, mais plutôt de les faire venir à Cayenne à l'arrivée. Ouais. C'était une meilleure solution. Ouais. Donc j'étais vraiment seul au départ. Alors seul au départ avec mon parrain, avec des personnes qui m'ont aidé. Mais sinon, moi j'ai privilégié le fait de me mettre dans ma bulle. Ouais. Avant le grand saut, quoi. Et comment t'expliques à tes enfants que tu vas partir pour un défi et une durée indéterminée? Contrairement à ce qu'on pense, en fait, les réactions les plus virulentes, elles viennent pas des enfants, hein, elles viennent plutôt de ton entourage proche, âgé, plutôt parents, qui te ramènent assez rapidement à toujours les mêmes, assez rapidement à tes peurs, à leurs peurs d'ailleurs. Ouais. Après, les enfants, ils ont un côté. Moi, quand je l'ai annoncé à mon garçon Valentin, mais il m'a bombardé de questions. J'avais même pas la réponse à la moitié des questions qu'il me posait, quoi. Sur les requins, la hauteur des vagues, comment j'allais faire pipi caca. Enfin, il y en avait plein, quoi. Et puis à un moment, il me dit, mais papa, quand même, physiquement, ça a l'air d'être vachement costaud ce que tu vas faire. Et je dis, tu as complètement raison, Valentin, parce que c'est 10 à 12 heures de rame par jour pendant 40, 50, 60, enfin, j'en sais rien, en fait. Et pour l'instant, je l'ai pas encore fait une seule fois. Donc oui, ça va être balèze. Et sa réaction, c'était de me dire, mais papa, t'as pas besoin d'un coach sportif. Et donc je venais de trouver mon coach personnel, Valentin, mon fils. Donc voilà, c'est aussi une histoire. Les enfants, ils ont les yeux qui brillent, comme moi je les avais, et finalement ils t'accompagnent. Ils ont aucune peur. S'il y en avait bien un qui avait aucun doute sur ma capacité à passer de l'autre côté, c'était bien lui, quoi. C'est dingue, ça doit donner une énergie de malade. C'est quand je dis que en fait seul on ne fait rien, le catalyseur de cette traversée, c'est vraiment ça, parce que si tout le monde te parle d'exploit, en solitaire, sans assistance, sans escale, enfin comme un grand, quoi. Ouais. Mais seul tu fais rien. Ouais. Voilà, donc et rien se fait seul non plus. Donc toute cette énergie, toute cette force, tu vas la chercher ailleurs. T'es jamais seul dans le bateau. Seul, c'est pas possible, par contre. Celui qui part tout seul, ça se passe pas bien. En général, il va pas très loin. Et d'ailleurs, comment ça se passe les communications sur le bateau? Tu m'as parlé de SMS. Et ouais, en fait, on a deux téléphones satellites, un de secours et un opérationnel. T'as une radio VHF, mais ça c'est vraiment pour bateau à bateau. D'accord. Pour discuter avec des bateaux qui sont proches de toi, bateau à voile ou autre. C'était arrivé de l'utiliser? Non, parce qu'il y a rien au milieu. T'as pas beaucoup discuté avec, quoi. Mais donc c'est plus par SMS. Les 125 caractères, en fait, ça passe super bien via Iridium, qui est un réseau satellitaire.
Mais la voie passe pas forcément bien parce que le bateau est bas, il fait 1,50 m de haut pour vous rendre compte au point maximum qui est le haut de la bulle. Et les vagues font en majorité entre 2 et 3 mètres, voire 4 mètres régulièrement. Donc tu es toujours au-dessous du niveau de l'eau, quasiment en permanence. Un coup tu remontes, un coup tu redescends. Donc les communications vocales sont pas hyper bonnes. Ouais. Mais le SMS est top. Ok. Donc tu peux pas mal communiquer par SMS. Et puis plus tu te rapproches des côtes, plus tu peux communiquer mieux parce que si tu te rapproches aussi c'est mieux couvert. Finalement. Ouais. Ok. Et moins chahuté. T'as évoqué un peu la taille du bateau et la taille des vagues. Je me rends pas du tout compte comment est-ce qu'il est le bateau à l'intérieur. Est-ce que c'est grand? Il fait quelle taille? Est-ce que il y a de l'eau qui rentre dedans? Comment est-ce que... Alors, en fait, pour vous l'imaginer, il fait 8 mètres de long. Sur la partie arrière, qui est la cellule de vie, c'est comme une petite bulle étanche. En fait, tu rentres avec un panneau, c'est là où j'ai passé autant de temps qu'au poste de rame, qui est au milieu du bateau. Ouais. Puisque à l'arrière du bateau, sur cette cellule de vie, t'as toute ton électronique, ta bouffe, de quoi faire chauffer, t'as vraiment tout est là, quoi. La partie vitale. La partie avant est plus petite, mais c'est aussi 100% étanche, mais c'est plus un local dit technique. D'accord. Même s'il n'y a aucune électronique dedans, c'est vraiment de la pièce détachée. Vu que t'es en totale autonomie, faut pouvoir tout réparer. Et donc, il fait 8 mètres de long, il fait 1,60 m au poste le plus large, qui est le poste d'aviron. Et ensuite, il est très effilé vers l'avant pour attaquer les vagues. Et beaucoup plus bombé à l'arrière, parce que c'est là où tu vis. Ouais. En fait, donc c'est un peu plus grand, mais ça fait 3 mètres cubes. Donc c'est petit. Ah ouais. Mais comme je suis pas grand, c'était la bonne taille, en fait. Et il fait pas loin, il fait 450 kilos nu. Ouais. Et au moment du départ, avec tous les équipements, le gros bonhomme puissant que je suis, on approche 1 tonne, pour donner un ordre d'idée, quoi. Et du coup, t'as la nacelle un peu centrale qui te permet, toi, de voir. T'as la tête un peu hors au milieu. J'ai oublié de dire, oui, t'es vraiment au milieu des éléments, c'est-à-dire que t'es vraiment assis sur l'eau. Ouais. Et donc, tu prends les vagues, t'es au milieu des vagues, en fait. Et là, il y a pas de protection. Ouais. T'es attaché, en tout cas moi je me suis attaché, mais même à 2 endroits, quoi. Et tu rames vraiment au milieu des éléments, quoi. Ok. Là t'as pas de bulle qui te protège. Quand tu prends une vague, c'est dans la gueule. Direct. Mais comment tu réagis à ça? Enfin, tu te dis un peu que t'as pas dit que t'avais peur de l'eau, mais que t'étais pas spécialement fan, en tout cas, du milieu aquatique. Moi, je vois des vagues de 3, 4, 5 mètres. Tu m'as dit que c'était 4 étages d'un bâtiment. Comment est-ce que tu réagis, quoi? Au début, en fait, tu te rends pas compte au tout début, parce que quand il y a pas de vent, la mer est calme, et le vent, ça dépend de sa puissance. Mais une journée, il y a eu ce que les marins appellent un coup de vent. Je savais pas ce que c'était. J'ai compris que c'était une tempête de 24 heures. Alors, pendant 24 heures, t'en prends plein la gueule. Il y a 50 nœuds de vent, et là, tu vois se lever des choses. Et t'es au poste de rame, et tu rames tranquillement, entre guillemets, et tu te prends d'un coup un immeuble de 4 étages sur la gueule. Donc tout se vide. Tes pelles, elles partent de côté. T'as plus de chapeau, plus de lunettes, plus rien. T'as un pied dehors. T'es un peu hébété. Tu récupères tes affaires, tu remets tes pelles, et alors là, t'en prends un deuxième, tu vois. Bon, là, tu ranges tout, tu vas te cacher. Voilà. Et puis t'attends de voir. Donc c'est assez surprenant, parce que tu n'imagines pas, en fait, la puissance répète. Mais à la limite, moi, j'ai plutôt pris ça comme un avantage, parce que je ne connaissais pas la mer. Donc j'avais pas d'appréhension particulière. Après, je m'en suis un peu plus méfié. Mais quand dans les quelques premiers jours tu prends 50 nœuds de vent, tu te dis bon, après 25 nœuds c'est de la gnognotte. Ouais, c'est là, 3 mètres, c'est bon. Mais et t'as pas peur pour ta vie à ce moment-là? En fait, tu règles, c'est pas forcément tu te mets tout pour te mettre en sécurité. Ouais. Si tu veux continuer à faire le barbeau au poste de rame, c'est ton problème. Mais il y a un moment, ça dépend de la manière dont tu réagis. Moi, ma réaction, elle a été immédiate. J'ai pas compris ce qui se passait. C'était trop violent pour moi. Je suis rentré à l'intérieur. J'ai attendu 24 heures. Après, la difficulté, c'est de ressortir. Ouais. C'est-à-dire de dire, est-ce qu'elles ça bouge encore? Ouais. Est-ce qu'elles sont toujours aussi grosses? Elles ont grossi, ou maintenant on peut y aller, tu vois. Donc t'as un moment quand même où, faut te faire violence, en disant je vais quand même aller voir. Ouais. J'y vais quand même. Faut y retourner, quoi. Sinon je vais jamais arriver de l'autre côté. Et puis voilà, donc tu gères tes peurs au fur et à mesure, mais ta vie n'est pas encore en danger à ce moment-là présent. Ouais. Tu peux encore être en sécurité dans ton bateau. T'es pas en situation dite de survie. Ok. Ta vie n'est pas en danger.
t'as confiance dans ton bateau, tu t'es préparé avec pendant une année, il est costaud. Voilà, et puis si tu doutes de ton bateau, putain, faut pas partir, quoi. Ouais. C'est le seul truc qui te rattache à la vie. Donc c'est quelque chose que tu as préparé, tu l'as affiné, tu le connais. Tu es monté, redescendu des centaines et des centaines et des centaines de fois. Il fait presque partie de toi, en fait. Ouais, je vois. Et pendant que tu bois un coup, je me demandais si tu dis que t'as confiance en tout ça, mais t'es quand même tout seul. Si t'arrives le moindre pépin, il y a 4000 mètres de flotte en dessous de toi. T'y penses jamais quand même à te dire je suis tout seul, là les secours ils arrivent peut-être dans 2 jours. Si, mais en fait pour que te retrouver dans cette situation là, il faut par exemple te retrouver dans la situation la pire. Et la situation la pire, c'est par exemple tes panneaux ou un de tes panneaux ouverts et l'eau rentre à l'intérieur de ta cellule de vie. Et là, le bateau, il coule pas parce qu'il est insubmersible, mais il reste vraiment très peu hors d'eau. Ouais. Et donc toute ta cellule de vie est remplie de flotte. C'est comme une machine à laver, donc ça veut dire que t'as plus rien. Là, c'est sûr. T'as plus d'électronique, t'as plus rien. Et il faut que t'attendes, en ayant déclenché, là, effectivement, ta balise, les secours qui peuvent mettre 24 heures, 48. C'est le bateau le plus proche qui se déroute. Donc là, tu peux passer 3-4 jours sur ta coque, au milieu d'éléments. Si ça s'est retourné, c'est que c'était puissant. Et t'as rien, quoi. Ouais. Donc là, t'es dans la merde. Donc la réaction, c'est, tu sais que t'es dans ce milieu qui est hostile. Donc tout ce que tu fais dans ta journée, dans ta préparation, dans ton truc, c'est que l'eau ne rentre pas. Ouais. Tant que l'eau n'est pas rentrée dans ton bateau, t'es pas dans une situation de survie. Ça peut être compliqué, mais t'es pas en situation de survie. Ok. Donc c'est ne pas se retrouver dans cette situation-là, c'est tout, quoi. Donc tu fais tout pour ne pas y être. Ok. Donc tu fermes tes panneaux. Et ton bateau, il s'est retourné durant le trajet? Non, moi, alors plusieurs fois, ça a été très 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 limite. C'est-à-dire que si c'était retourné, ça aurait été pareil. Ouais. C'est-à-dire qu'il est parti sur la tranche plusieurs fois. Je me dis, bah ça y est, là, j'y passe, quoi. Et c'est passé. Donc, c'est passé à chaque fois? C'est passé à chaque fois, en fait. Ouais. Mais des fois, ça a été, tu restes sur la tranche pendant un sacré moment. Donc tu dis là, c'est bon, putain, ça passe, quoi. Il y a eu des belles journées avec une mer très plate où tu pouvais presque t'écouter un bon morceau de rock et peut-être te faire un petit morceau de saucisson. Il y a eu des journées un peu plus calmes. Alors mon parrain m'avait dit, tu verras, il y a des moments où c'est une mer d'huile, c'est superbe, bon, je les attends toujours. Il y a eu en moyenne, j'ai eu entre 20 et 25 nœuds de vent en moyenne sur toute la traversée. Donc il n'y a pas eu un moment tranquille. Ouais. C'était que des mers croisées, crétées, courants contraires. C'était vraiment compliqué tout le temps, quoi. Donc après, tu t'y fais. Le gros avantage, c'est que s'il y a du vent, c'est-à-dire que ça pousse plus, donc tu vas plus vite aussi. Mais c'est vachement plus costaud, quoi. La mer est plus formée, elle est plus capricieuse, et t'as pas vraiment de moment de répit. Ouais. Mais tu finis aussi par t'y habituer, à la lire, à la comprendre, et puis de toute façon c'est comme ça, hein. Donc soit tu luttes contre et c'est extrêmement compliqué, soit tu fais avec et t'acceptes. Et ça va, quoi. Ouais. Et t'arrives à dormir sur le bateau? Comment est-ce que tu t'organises par rapport au sommeil? Tu dors peu, mais bien, parce que tu rames beaucoup, t'es au milieu des éléments, donc c'est quand même extrêmement fatigant. Après, ça bouge énormément, donc c'est difficile de dormir, mais quand tu dors, c'est un sommeil qui est hyper réparateur, quoi. Ouais. Donc, je devais dormir à peu près entre 4 et 5 heures par jour. Donc c'est pas forcément que la nuit que tu dors, des fois tu rames pas, mais t'arrives pas à dormir parce que ça tape, ça bouge, c'est un peu compliqué, mais ça t'empêche pas d'écouter de la musique. Ça atténue le bruit, puis ça te rappelle pas mal de choses. T'écoutais quoi d'ailleurs? Alors moi j'ai des potes, j'écoutais tout, parce qu'en fait pour la petite histoire, moi, j'ai des copains qui me disent on sait que tu vas t'occuper de la musique, donc t'en occupes pas, c'est nous. Ok. Ils m'ont fait un iPod de l'époque, tu vois, gravé à mon nom et tout, enfin un truc super sympa. Et ils m'ont dit qu'est-ce que tu veux dedans? Je vous fais confiance, vous savez ce que j'aime. Forcément il y aura du YouTube, il y aura des trucs comme ça, forcément, mais après surprenez-moi. Mais je veux juste un truc, moi. Après faites comme vous voulez, je veux l'intégrale de Coluche.
Voilà. J'avais l'intégrale de Coluche Coluche. et 72 jours de musique non-stop. J'ai découvert des trucs de dingue. Mais je me suis bien marré aussi, surtout. Non, mais c'est marrant. Enfin, tu vois, c'est le genre de petits souvenirs que, tu vois, qu'on peut pas se douter un peu sur Terre, tu vois, de ce que t'écoutes et de comment est-ce que tu fais passer un petit peu les journées. C'était ton meilleur allié, du coup, la musique, Ah ouais, oui. pour faire passer le temps. Puis, tu vois, moi, je suis parti à cette époque-là. Je crois que c'était Sarkozy là, qui faisait les élections présidentielles. C'était un peu tout et n'importe quoi. Et quand t'écoutes Coluche, il y a une vanne qui est toujours d'actualité. C'est quelle est la différence entre les hommes politiques et les oiseaux? De temps en temps, les oiseaux s'arrêtent de voler. Bon, moi, ça m'a fait mourir de rire, quoi. Voilà, c'est le genre de truc à Coluche qui est complètement d'actualité. Et après, de la musique, oui, ça te rappelle beaucoup de souvenirs que tu as passés. On est tous liés à des moments, liés à des musiques. Et ils sont très opportuns dans ces moments-là. Ah, ok, d'accord. Tu revis des choses dans des moments un peu plus complexes, mais qui te donnent le sourire, forcément, ça refait monter d'autres émotions, et c'est chouette. Ouais. Moi, j'avais une autre question par rapport à la solitude. J'ai beaucoup d'amis qui font des stages de Vipassana, 12 jours dans un temple où t'as pas le droit de parler, de regarder dans les yeux, qui que ce soit. Toi, au final, ça dure quand même, c'est 42 jours. 42, ouais. 42 jours. Bon, tu peux parler tout seul si tu le veux, rien ne t'y oblige, mais au final, il y a personne. Et est-ce que tu as eu un peu ce sentiment justement de solitude et un peu de folie à des moments, tu vois, de un peu péter un plomb, parce que c'est souvent ce qu'on raconte quand on parle pas ou quand on a peu de présence humaine. Alors moi, j'ai pas vraiment eu ça en fait. Il y a des moments où on va dire que t'es pas forcément bien, mais c'est plus les moments où tu vas te rapprocher des côtes. C'est-à-dire quand tu parce que tu sais quelque part un peu ce que tu vas quitter. Ouais. Qui a été intense, puissant, magnifique, que ce soit avec les dorades, les requins que j'ai vus, les sauts de poissons volants devant toi, les nuits étoilées où tu peux les ramasser à la main. Enfin voilà, c'est des images et la puissance de la mer aussi. Et à la fois, tu sais ce que tu vas retrouver. Et t'as un moment, une espèce de moment de bascule, en disant de tristesse. Putain, je sais ce que je vais quitter et je suis heureux de savoir ce que je vais quand même retrouver, ma femme, mes enfants, les amis. Mais t'as un moment de bascule, tu vois, où t'es pas à l'aise. Et puis après, une fois que tu bascules, t'y vas parce que tu rentres. Mais ouais, t'as ce moment-là en fait où t'étais bien quand même. Ouais. C'est-à-dire que cette solitude, finalement, on est dans des sociétés où tout soi-disant va de plus en plus vite. Bon, ça a toujours été le cas, sauf qu'on est de plus en plus sollicité et pollué par des choses qui n'ont aucune espèce d'importance. Aucune. Ouais. 95% de ce qu'on reçoit tous les jours, on n'en a rien à foutre en fait. Mais on y donne une importance toute particulière, quoi. Là, l'importance, c'est toi. C'est avancer. C'est faire le nécessaire en fait pour que tu atteignes ce que tu t'es fixé. Et rien et personne ne t'impose quoi que ce soit. Ouais. Si tu veux pas ramer, tu vas pas ramer. Voilà. Et il y a personne qui va rien te dire. Ouais. Donc c'est en accord avec toi-même ou pas. Si tu es en accord avec toi-même, tu fais un très très beau voyage et c'est extrêmement enrichissant. Si tu es en désaccord avec toi-même, c'est un enfer et c'est très compliqué. Mais c'est pas différent à terre, en fait. C'est juste qu'à terre, t'es obligé de t'imposer, d'aller dans un endroit avec du monde, mais de pas leur parler. Là, t'as pas ce problème-là, t'es tout seul. Donc, tu peux regarder ce que tu veux, tu peux admirer, tu peux, et à la limite, quand tu rentres, tous les regards sont beaux. Ouais. Parce que t'en as pas eu pendant longtemps, parce que ton regard, il ne voit que lointain. Et là, tu vois de près. Donc, tu vois les choses différemment, en fait. Ok. Il y a des moments où t'as pleuré sur le bateau? Ah oui, ça m'est arrivé quelques fois, ouais, mais notamment une, oui, parce que en fait j'ai reçu, je sais qu'on pouvait envoyer des SMS et je crois que c'est aux alentours du 35e jour ou 36e jour, c'est vraiment mais peut-être la journée la plus difficile de toutes les journées, quoi. Alors que je pensais que la mer quand j'avais pris les 24 heures de tempête là, c'était, mais non, en fait des fois c'est encore pire finalement. Parce que c'est complexe, tu sais pas d'où ça sort, et il faut batailler parce que sinon tu vas pas au bon endroit. Enfin, tu te fais vraiment emmener. Donc c'était vraiment une journée de lutte où j'ai lâché beaucoup d'énergie, beaucoup de tension, et je reçois au même moment en fait un SMS de mon papa qui
qui te dit salut fiston, ton papa qui t'aime, tu vois. Voilà, c'est quelques petits mots. En fait, ils prennent une dimension juste énorme. C'est-à-dire que tu contrôles rien, quoi. C'est l'émotion monte d'un coup mais c'est aussi superbe, quoi. Okay. Et ça tombait forcément ce jour-là, comme il n'y a pas de hasard non plus, quoi. Ouais. Mais j'ai cru comprendre que, bon, ça peut paraître un peu logique, mais plus les jours avancent, plus ça devient difficile. Qu'est-ce que tu ressens dans ton corps? Tu dois pas avoir les mains pleines de cornes, tu dois avoir mal au dos, tu dois avoir mal au cul, excuse-moi de l'expression, mais comment est-ce que tu te fatigues, quoi? Moi, je n'ai rien eu aux mains. Ok. Bon, peut-être j'ai ramé souple. Je me suis bien protégé, j'avais des gants, j'ai fait vraiment très attention. Le dos, j'ai pas eu mal non plus. Okay. Je suis pas un gros gabarit, donc moi j'ai ramé court, efficace, dynamique. Et j'ai pas essayé d'aller chercher loin, en fait, la mer. En amplitude, ouais. Parce que j'en ai pas la puissance et parce que la mer, de toute façon, elle est totalement décalée, irrespectueuse d'un geste parfait d'avironneur aguerri. Et donc, t'es en mode survie et tu fais comme tu fais et ça marche très bien si t'es dynamique et souple. Et par contre, le cul de babouin, je l'ai eu assez rapidement. Et jusqu'au bout, quoi. Donc tu fais avec. Des fois ça pique un peu, mais tu fais avec, quoi. Donc moi c'est le seul. C'est fesses de babouin. Waouh. Ouais, c'est un peu chaud, quoi. Dans ta conférence, tu parles de ce dernier kilomètre alors il me semble, je sais plus si c'est le jour J, à partir du moment où tu commences à voir les côtes. Tu dis qu'à un moment tu recules ou que t'avances presque plus et que t'as quasiment plus de force. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là, là, quand t'es à quelques heures du point d'arrivée? C'est même pas à quelques heures, en fait. C'est parce que j'ai mis 5 heures pour faire ce putain de dernier kilomètre, en fait. Ouais. Donc 10 minutes avant, ça va passer nickel, tu vois, donc t'es tout euphorique, c'est bon, il te reste quelques coups de pelle, tout le monde t'attend, ça y est, c'est bon, t'y es, tu vois, et putain, les conditions changent, le vent tourne, courant contraire, enfin, une espèce de merdier, quoi, et d'un coup, la ligne que tu prenais, le bon cap, putain, tu repars de l'autre côté, ça te renvoie au large. Putain, tu forces, tu retournes, tu te remets dans l'axe, et c'est quand même galère avec ces gros bateaux et avec la force des bras. Et tu te remets dans le bon alignement et putain, tu te refais renvoyer au large. Et comme ça pendant 10 fois, quoi. Et à un moment, tu te dis, mais putain, j'ai pas fait 4699 bornes pour que tu m'encules maintenant. J'y suis, quoi. Putain, c'est pas possible, tu vois. Donc t'as vraiment un moment, tu dis, c'est pas moi, quoi. Jusqu'au bout, tu vas me faire chier, quoi. Et là, moi, j'ai par contre, c'est l'anecdote de mon fils qui m'avait dit, parce que j'avais bien compris que c'était un peu missionné comme mon coach à moi, quoi. Ouais. Et lui, il fait plutôt du BMX, c'est plutôt un sport explosif. Donc c'est un sprint. Il m'a dit, papa, il faut absolument que tu gardes des forces pour sprinter à la fin. Aller à fond, quoi. Lui, c'était son trip, quoi. Ouais. Et sauf que moi, je pensais pas que c'était faisable. Pourquoi? D'une part, parce que t'es seul. Donc c'est quoi l'intérêt de sprinter quand t'es seul? Il y a personne à dépasser, tu vois. Donc il y a pas d'intérêt, quoi. Et puis surtout parce que le bateau fait 1 tonne et que j'ai un petit gabarit et donc je m'en sentais pas capable physiquement. Ouais. Et pourtant c'est ce que j'ai dû faire. J'ai dû me foutre en crabe parce que dès que je prenais le bon cap, je me faisais emmener. Donc il a fallu que je lutte. Et donc j'ai fait le dernier kilomètre en sprint, quoi. Ok. Mais sinon je le passais pas, ce putain de truc, quoi. Donc voilà, c'est des petites leçons que tu prends aussi de choses où ce que toi tu imaginais pas faisable, c'est ce que tu fais. Ouais. Et c'est ce qui te permet de faire, quoi. Ouais. T'as des souvenirs de ta première heure sur Terre? Qu'est-ce qui se dit autour de toi? Est-ce qu'il y a une odeur particulière à Cayenne? Est-ce que il y a des gens qui t'accueillent? Alors, toi, t'as une odeur particulière, visiblement. Non, en fait, t'es pas sale. T'as presque plus d'odeur, en fait. T'es nettoyé tellement par les embruns, que t'es presque devenu un poisson, tu vois. Alors, je veux pas dire que tu sens le poisson. Hein. Tu sens l'iode. Ouais, tu sens l'iode. Par contre, tout est beau. Moi, j'avais ma femme et mes enfants à bord t'as un bateau de transition, en fait, avant d'arriver sur Terre. Okay. D'une part parce que les conditions que j'ai rencontrées étaient extrêmement complexes. Donc on avait du mal à remorquer le bateau après le passage de ligne, etc. C'était compliqué, on se faisait rattraper par les vagues. Enfin bon, c'était assez compliqué, c'était assez chaotique. Et donc t'arrives sur ce catamaran et là
ton épouse que t'as pas vue depuis 49 jours, les enfants qui sont qui te sautent au bras, qui te touchent la barbe aussi. Le papa, tu vois, il revient barbu, c'est bizarre, mais c'est doux à la fois. Voilà, donc c'est des moments très forts, en fait, où tu es bien. Voilà, t'es serein parce que t'as réussi. Pour moi, ça a jamais été un exploit où, et voilà, t'as une espèce d'apaisement, de plénitude. Et puis t'as tes êtres les plus importants qui sont là. Ouais. Donc c'est juste démoniaque, quoi. Et avec le recul, tu vois un changement entre le Pierre d'avant et le Pierre après. Tu me parlais beaucoup effectivement de ces 3 temps forts. Il y a la personne que t'es avant, la personne que t'es pendant et la personne que t'es après. Qu'est-ce qui a changé en toi? Alors, je dis souvent j'ai pas fondamentalement changé, mais ça a vraiment renforcé les choses les plus importantes. C'est-à-dire ce qui est essentiel. Quand je dis que seul on fait rien, c'est vrai. Qu'est-ce qui est important? C'est ce que tu as de plus proche autour de toi, ta famille, tes amis, et les personnes à qui tu as confiance et qui ont confiance en toi. Voilà. Le reste, la carrière professionnelle, c'est du détail, quoi. C'est vraiment du détail, quoi. Non, mais c'est revenir. Tu pourrais me dire, voilà, je fais encore plus de blagues maintenant qu'avant. Je me lève plus tôt, j'en sais rien. Non, j'ai fondamentalement pas changé, mais je suis complètement différent forcément parce que le temps que je pouvais accorder à des choses qui n'ont aucune espèce d'importance, maintenant je le fais plus. Ouais. Voilà, je mets du temps, de l'énergie dans les choses qui m'intéressent, que je trouve belles, qui en valent la peine, et je profite au maximum de tout ça. Et je partage au maximum ça. Et j'invite les gens d'ailleurs à arrêter de se poser les mauvaises questions, à arrêter de se poser trop de questions, mais plutôt à faire les choses. Ouais. Donc à passer en mode action, plutôt qu'en mode je critique, je regarde, d'accord, ah bah ça j'ai déjà vu, plutôt que de faire. Ouais. Parce qu'in fine, peu importe l'âge qu'on a, et si on croit en réincarnation ou pas, on s'en fout, pour l'instant on n'en a qu'une. On verra plus tard quand on sera pas lourde, un oiseau ou autre, mais pour l'instant on n'en a qu'une. Profitons de celle-là, parce qu'elle vaut vraiment le coup. Toi, tu serais une mouette peut-être. Ouais, peut-être. Un Audi à casaque blanche. Allez regarder ce que c'est. T'en as vu? Oui, moi j'ai eu cette chance. C'est certainement la plus belle rencontre de la traversée. C'était moi je dis un oiseau parce qu'à l'époque pour moi c'était au milieu de l'océan. Pour moi il n'y a pas d'oiseau. L'océan est proche des côtes. Au milieu, il y en a au milieu aussi. Et il essayait de se poser sur le bateau parce qu'il était visiblement très 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 fatigué. Il n'arrivait pas. Il y a beaucoup de vent. Il se faisait renvoyer au large. Il essayait. Enfin bref. Et puis à un moment je le voyais galérer quoi depuis ma cabine. Puis je suis sorti. Juste comme ça pour voir, tu vois, en disant tiens il galère, je vais voir de plus près, tu vois. J'ai tendu mon bras et il s'est posé sur mon bras, tu vois. Je l'ai ramené à bord, je l'ai posé sur la coulisse où moi je passais 10 heures par jour et on s'est regardés tous les deux pendant des heures, quoi. D'un commun accord. On parlait pas la même langue, tu vois, du tout, on n'a pas parlé du tout, mais voilà, c'est certainement, je n'oublierai jamais ce regard. Ok. Lui, certainement qu'il oubliait le mien. Mais moi, pas. Ok. Tu m'as dit que physiquement, t'avais mis assez peu de temps finalement à récupérer. Et j'ai cru comprendre que maintenant tu te lançais d'autres défis, dans d'autres sports et que tu t'allais vers d'autres aventures. À quel moment tu t'es relancé un défi et à quel moment t'as voulu, tu t'es senti prêt physiquement à refaire une aventure? Moi, je dirais que ça a plus été, quand je parlais de catalyseur et de révélation, avant, j'ai passé beaucoup de temps pour mon boulot, finalement, parce que t'es souvent programmé comme ça, t'as une famille, il faut gagner de l'argent, faut avoir des responsabilités, faut avoir une belle carte de visite, voilà. Donc, tout ça, j'avais fait, et donc au détriment de moi, certainement. Plus de sport, plus de, tu vois, des heures où tu rentres en avion, puis tu te relèves tôt, puis tu fumes comme un malade, puis tu bois, puis tu bouffes, puis tu vois, puis en fait tu réenchaînes des réunions qui n'ont ni queue ni tête, tu fais des fois des rendez-vous avec des abrutis finis alors que t'as pas emmené tes gamins à l'école, enfin voilà, des trucs un peu comme ça, où là je me suis remis au cœur du dispositif, c'est-à-dire je fais attention à moi,
Donc je me suis remis à faire du sport, mais très très régulièrement, et donc ça m'a donné envie aussi de retenter c'est pas des aventures, mais des aventures à côté de la maison. Ouais. Et le trail en fait partie, parce que moi je suis au pied de la Sainte-Victoire, c'est à côté. Et ben tu vas courir 1h30, c'est juste incroyable, c'est jamais pareil. Quand le soleil se lève, c'est une dose d'énergie que tu prends qui est juste. Et j'invite tout le monde en fait à plus se recentrer aussi là-dessus, parce que tes journées ne sont absolument pas les mêmes. Ouais. Tu donnes de l'importance à des choses qui en ont vraiment, et t'es beaucoup plus lucide pour plein de choses. Ouais. Parce que si tu veux tracter entre guillemets toute ta vie, c'est ton corps qui va te tracter, et donc ta tête aussi. Mais si tu fais pas attention à toi, comment tu vas faire tout le reste, quoi. Tu vois, c'est quasiment pas possible. C'est-à-dire qu'il y a un moment, tu t'es pas rendu compte que t'étais pas bon du tout, voire mauvais dans ce que tu fais, voire désagréable, alors que tu pourrais le faire complètement différemment si tu avais un peu pensé à toi avant. Ouais. Ce sera pas le mot de la fin, mais en tout cas c'était une très belle phrase que je retiens. Aujourd'hui tu fais des conférences. On t'invite souvent justement pour parler un petit peu de ton aventure. Tu l'as évoqué plusieurs fois, mais c'est quoi les messages que tu essayes de faire passer? Est-ce que c'est effectivement passer à l'action plutôt que de parler? Est-ce que c'est donner du sens à sa vie? Si les gens devaient retenir qu'un seul message finalement de ton histoire, ça serait quoi? Alors s'il y avait un seul message à retenir, en fait, c'est que on est dans des sociétés où on nous prône en permanence le fait de gagner, et moi j'aime bien cette différence entre gagner et réussir. Gagner, c'est quelque part dépasser ou battre quelqu'un. Réussir, c'est atteindre quelque chose que tu t'es fixé et en être fier. Ouais. Et ça se fait pas seul. Mais ça change beaucoup de choses dans la manière dont tu vois les choses. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que dans ton raisonnement, dans ton approche, c'est pas égocentrique. Tu partages, c'est collectif, et c'est de cette réussite en fait que tu en tires quelque chose de fier, mais parce que ça s'est pas fait seul. Et la vie est comme ça. Mais on voudrait et on aurait tendance à nous faire croire que c'est l'inverse. Grosse erreur. Grosse erreur. Fatale erreur. Et il y a une question que j'aime beaucoup poser aux invités, c'est de savoir si tu pouvais te donner un conseil à ton toi-même de 18 ans, le jour de tes 18 ans ou le lendemain peut-être, en espérant qu'il pas, allez 2 jours après pour que la gueule de bois ça passait. Qu'est-ce que tu te dirais à ce moment-là, si tu pouvais te donner un conseil? Barre-toi plus tôt, quoi. Fais plutôt ce que t'as envie de faire. Ouais. T'es resté longtemps, toi, un peu emprisonné dans une vie qui te correspondait pas à 100%? Je sais pas si elle me correspondait pas. Moi, je me suis vraiment éclaté professionnellement, avec des très très belles aventures professionnelles et de très belles réussites, des échecs aussi, mais de très très belles réussites avec beaucoup de partage. Après, c'est plus la prise de conscience, en fait. Il n'y a pas que le boulot. Ouais. Et on y passe quand même beaucoup de temps. Et on y donne une importance parfois surdimensionnée à à l'intérêt que ça a. Ouais. Et que finalement, pour s'épanouir là-dedans, c'est une harmonie à avoir entre ton équilibre à toi, perso, pour être bon professionnellement. Et c'est ça, en fait, qui fait que tu fais les choses bien et que tu t'éclates. C'est pas l'inverse. Ouais. Et quand tu te fais bouffer complètement par ton boulot, quand tu t'en rends compte, c'est parfois bien trop tard. Ouais. Donc plus tôt tu t'en rends compte, et mieux c'est pour la suite. Parce que tu es nettement plus performant, tu as plus de recul, tes décisions sont beaucoup plus limpides, beaucoup plus lucides. Elles sont forcément plus efficientes, et surtout, tu as une meilleure vision, donc tu arrives beaucoup mieux à attirer avec toi, et donc à attirer les bonnes personnes pour aller vers quoi tu dois aller, quoi. Ok. Tu te vois où dans 10 ans? Bon, je me suis jamais posé la question encore. Et après, j'arrête avec les questions un peu tordues. Mais je serais assez tenté et je pense que ça se fera sur un autre océan. Ok. Je te le disais, la tradition un peu pour passer le flambeau sur ce podcast, c'est de me recommander un ou plusieurs sportifs ou sportives que tu as rencontrés récemment et que tu apprécies.
à qui tu donnerais le micro pour un prochain épisode d'Extraterrien, pardon. Ah bah, il y en a un qui est tout désigné, parce que là, vous me voyez pas, mais j'ai le t-shirt officiel et Tarkos. Ouais. Je suis le parrain Stéphane Brognard qui est en plein milieu de l'Atlantique en ce moment, donc je pense que Stéphane aura beaucoup de choses à raconter, à la fois par son passé de sportif, lui, en l'occurrence de haut niveau dans le trail, l'ultra trail, et les défis qu'il est en train de se lancer là avec l'Atlantique en ce moment, mais qui est une première étape vers quelque chose d'encore plus costaud en 2021, courant 2021, qui est le Pacifique à la rame. Okay. Donc Stéphane me paraît approprié. Avec grand plaisir. Fortement recommandé. Merci beaucoup Pierre. Merci à vous. Au revoir. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao!